Bon, on n'a plus le temps, je sais même plus c'est quoi mon script, enfin bref, à la semaine prochaine, j'espère qu'on se retrouve vraiment vite, j'espère que la monteuse va faire le montage vite, parce que là on a vraiment plus le temps, les cloches, les likes, salut. Bon, il en reste combien depuis la dernière vidéo? Il y a ceux qui étaient là que pour les filtres, qui se sont barrés, ceux qui en avaient littéralement rien à foutre, puis peut-être ceux qui se sont perdus, et ceux qui ne sont pas initiés et qui sont des nouveaux téléspectateurs. Alors, si vous êtes là en tant que nouveau, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente, qui est une préparation assez dense, il faut le dire, à cette vidéo. Le résultat qu'on va prouver aujourd'hui, c'est l'œuvre du mathématicien polonais Jerzy Wosch, qui a formulé son théorème vers le milieu du siècle dernier. On peut se dire que ça date un petit peu, mais à l'échelle des mathématiques, on peut même se dire que c'est plutôt récent, sachant que les Babyloniens utilisaient le discriminant pour les fameuses équations du second degré. Enfin voilà. Comme je l'ai laissé pressentir, et comme je l'ai répété maintes fois, ce théorème va faire le lien entre la logique du premier ordre et les ultrafiltres. Bien sûr, on l'a déjà fait partiellement en définissant l'ultraproduit de structure, mais là c'est vraiment un théorème super cool, vous allez le voir. Sans plus tarder, je lance le générique en 5e vitesse, et puis on regarde ça ensemble. Allez hop! Posons-nous un langage L et des structures arrondies qui vont être définies sur ce langage. Alors, si on utilise l'ultraproduit associé, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? En gros, si on veut vérifier qu'une formule elle est vraie dans l'ultraproduit, il suffira de vérifier que l'ensemble des indices où c'est vrai, c'est dans l'ultrafiltre. Donc, c'est suffisamment souvent. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est toujours plus intéressant dans les ultrafiltres non principaux, et donc c'est au moins un nombre infini de fois, parce que comme je l'ai dit également, si et fini, tout est vraiment plus simple. Et bien sûr, un truc à remarquer dans ce théorème, dans sa formulation, c'est qu'il s'agit d'une équivalence. Donc en fait, si on arrive à montrer que l'ensemble des indices où la formule est vérifiée, c'est dans l'ultrafiltre, eh bien on aura qu'elle sera vraie pour l'ultraproduit. Du coup, ça c'est complètement dingo, parce que ce qu'on va remarquer, c'est que par exemple, bon bien sûr c'est un long exercice, hein, mais si on fait l'ultraproduit de tous les groupes Fp plus 0, ça va être isomorphe en tant que Q espace vectoriel à R plus 0 le groupe. Donc en fait, des formules vont être vraies dans R si elles sont vraies suffisamment souvent dans les groupes Fp. Donc c'est complètement dingue quoi. On n'a même pas à vérifier pour tous les Fp, pour un nombre suffisant, eh ben ce sera vrai dans R. En résumé, c'est une grosse singerie ce théorème, alors n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez toujours des bribes d'application de ce théorème, comme tous les autres qu'on a fait jusque-là. Vous vous souvenez cette proposition de la dernière vidéo qui suggérait un sous-format des modules OP? N'hésitez pas. Une manière assez intuitive de voir comment le théorème fonctionne, c'est de partir de cette idée, qui n'est pas de moi, hein, bien sûr. C'est le fait que c'est comme si, pour vérifier si une formule était vraie, on faisait un sondage parmi les structures arrondies. Et on demande à chaque structure, est-ce que la formule est vraie? Ou c'est comme si, du coup, on faisait un sondage et qu'on disait, est-ce que tu es favorable à cette opinion ou quoi que ce soit? Et que, voilà, si on recueillait suffisamment souvent vrai, ou si on fait notre parallèle suffisamment souvent, oui, je suis favorable, eh ben en fait, ça veut dire que on pouvait adopter, je ne sais pas moi, la proposition politique ou justement la formule de notre cas. Et dans le cas d'un ultrafiltre principal, comme je l'ai dit, pour vérifier que ce soit dans l'ultrafiltre, engendré par le singleton qu'on considérera, il faut juste vérifier pour une seule fibre. Donc c'est un peu une dictature en fait. Donc il y a la fibre qui correspond à l'indice engendre tout l'ultrafiltre et on lui demande à elle et uniquement à elle seule. Et si elle répond vrai, alors on adopte la formule ou, toujours avec notre parallèle, la proposition politique. Et passons tout de suite à la preuve. Alors je laisse Fantôme du tableau terminer enfin ce gros sujet. Et on se revoit après cette séance de tableau. Voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo de la semaine dernière. On va enfin le prouver, ce théorème de Wosch, une fois qu'on a vu tout ce qui était nécessaire pour la preuve. Mais d'abord, bien sûr, il faut deux lemmes préliminaires que j'ai annoncés la semaine dernière. Il fallait absolument savoir comment interpréter les termes, et donc ça va nous demander d'interpréter les fonctions dans notre ultraproduit de manière plus explicite, ainsi que les relations. Et ce sont ces lemmes que je vous propose maintenant. Donc on va les prouver sans plus tarder. Ok, en fait ça va être très simple. Vous voyez, pour interpréter, quand on prend des éléments de l'ultraproduit, des classes de suite, il faut juste interpréter dans chacune des fibres, dans chacune de nos structures arrondies, et prendre la limite. C'est un petit peu la même chose qu'avec les fonctions, et ça vient du fait que, bien sûr, les termes sont composés de fonctions. Donc on va faire la preuve par récurrence, et on doit considérer le cas de base que on prend un terme, et ce terme est soit un symbole de constante, soit un symbole de variable. Donc je note ici le cas de base, c'est que t
c'est ou bien un symbole de variable, ou bien un symbole de constante. Je vais mettre un petit 1 et un petit 2. Alors, le petit 2, c'est vraiment le plus simple, vu qu'on l'a fait dans la vidéo précédente, finalement. Vous voyez, il suffit pour interpréter T dans l'ultra-produit de prendre les interprétations successives et de mettre tout ça dans une classe. Ça vérifie bien ce qu'on a ici. On a fait l'interprétation du terme dans les arronds I et on a pris la limite. Et pour les symboles de variable, c'est exactement la même chose. Si on applique ce symbole de variable en une classe, ça va simplement nous donner cette classe. Sauf que cette classe, c'est juste l'interprétation de x, la variable, interprétée dans les arronds i, appliquée en AI à chaque fois. Et donc, c'est bien ce qu'il fallait vérifier. Bon, ce cas de base, il est vraiment trivial. Et maintenant, le cas de récurrence. Si on a un symbole de fonction d'arité k, disons, et qu'on a T1, Tk des L termes, on aimerait appliquer cette formule et vérifier qu'elle est bonne. Si vous vous souvenez, ou bien si encore vous avez été consulter les notes de la précédente vidéo, c'est l'exacte même retraduction. Donc vous voyez, on applique à chacun des éléments l'interprétation de la fonction, et grâce à notre hypothèse de récurrence, on sait que ça c'est vérifié, et donc tout va bien coller. Bon allez, on va quand même pas être paresseux, et on va le faire. Je note ceci, j'aimerais calculer ceci, mais rappelez-vous que par hypothèse de récurrence, j'ai supposé que ces termes-là, ils vérifiaient notre formule ici. Bon, bien sûr, je n'ai pas renoté en quoi on appliquait les t, parce que sinon ça allait vraiment être beaucoup trop long et illisible, on va complètement se perdre. Donc permettez-moi d'écrire ceci de cette manière-là. Voilà, je prends la limite de chaque suite de termes interprétés dans les AI successivement. Sauf que là, on se rappelle de ce qu'on a fait à la précédente vidéo, comme je l'ai pré-annoncé, et du coup, il suffit de prendre les interprétations successives dans les arronds et de prendre la grosse limite, comme ceci. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait. On a bien la limite du terme interprété dans AI, vu que par définition, interpréter une fonction dans AI appliquée en des termes, c'est exactement cette définition. Donc on a bien prouvé ce qu'on voulait. Ce petit lemme préliminaire, très facile, mais une très bonne mise en bouche pour ce qui va suivre, est prouvé. On va tout de suite passer aux relations. Ok, pour le deuxième lemme, il faut se rappeler de la vidéo précédente encore une fois. C'est un bon moment de vous rappeler d'aller la voir, de mettre des petits likes et aussi d'aller voir les vidéos précédentes parce que sinon vous n'allez rien biter pour le dire ainsi. Donc on se souvient que on avait défini via le caractère foncteur de l'ultraproduit l'interprétation des relations dans l'ultraproduit. On avait dit ça en disant que ceci, par le caractère foncteur, c'était envoyé sur l'ultraproduit des interprétations successives des relations dans chaque structure arrondie. Du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir vérifier? Quand on applique en des suites notre ultraproduit, ça revient à vérifier dans chacune des structures si la structure en question vérifie l'interprétation de la relation dans cette même structure et que ça arrive suffisamment souvent finalement. Donc c'est encore cette idée de une relation est vraie dans l'ultraproduit si elle est vraie suffisamment souvent dans les AI qui composent l'ultraproduit. Donc on va dire que nous avons notre tuple. Donc, c'est un tuple qui appartient à notre relation, si et seulement si. Ça, c'est via la bijection. Du coup, on envoie ce tuple-là sur la classe des tuples qui correspondent. Et on veut que ça appartienne à l'ultraproduit. Mais appartenir à ça, ça veut dire que l'ensemble des I tels que chaque structure vérifie R appliqué au tuple et tout ça interprété dans AI, c'est dans U. Donc en fait, encore une fois, c'est juste le caractère foncteur de l'ultraproduit qui va nous fournir cette interprétation. Donc à partir de maintenant, c'est ça qu'on va considérer quand on voudra interpréter des relations dans l'ultraproduit, bien mieux que cette forme abstraite qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Donc voilà ce que ça donne. Ainsi c'est terminé, mais en fait, on a tout construit pour que ça marche. Donc au final, on n'a pas vraiment besoin de faire grand-chose ici. C'est quasiment une définition en fait au vu de ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Ok, bon maintenant qu'on a fait ces deux petits lemmes, on va pouvoir réénoncer wash et le prouver. Ok, la preuve, j'ai un peu annoncé comment on allait faire. On va faire une double récurrence sur la complexité des formules. Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Petit rappel de la vidéo de la dernière fois. Donc, il faut vérifier que c'est bon pour les formules atomiques, c'est-à-dire on regroupe des termes et on va faire des relations de termes. Ensuite, il faut vérifier que c'est bon pour l'autre type de formule sans quantificateur, c'est-à-dire le et le non. Et enfin, les formules avec quantificateur, donc le il existe x tel que phi de x. Donc c'est ce qu'on va devoir faire ici. Donc tout d'abord, les atomiques. Ça, c'est notre cas de base du plus petit cas de base avant de faire les et la négation. Donc, on va se fixer T1, Tn qui seront des termes et R, un symbole de relation. Et on va vouloir vérifier que l'ultraproduit vérifie la relation des termes
si et seulement si l'ensemble des structures où la relation est vérifiée est dans l'ultrafiltre, c'est-à-dire que ça arrive suffisamment souvent. Ben ça, qu'est-ce qui va nous aider? C'est l'interprétation des termes et l'interprétation des formules de relations qu'on a fait juste avant en finale. Donc ça va être une bête application. On va faire pour ce cas-là, il y a un cas qui sera un peu plus subtil, mais par équivalence directe. Donc on va tout de suite traduire qu'est-ce que ça veut dire que l'ultraproduit vérifie cette formule. Donc on a que ça doit vérifier R dans l'ultraproduit. Alors dorénavant, on va adopter une notation. L'interprétation dans l'ultraproduit, parce que comme on va devoir l'écrire beaucoup, c'est un peu galère. On va noter ça pi de manière extrêmement sobre. Donc que R pi de T1 pi, etc. TNP. Ben ça, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je dois traduire la relation, mais avant ça, on va traduire chaque terme. Quand on va l'interpréter, c'est exactement des classes avec les interprétations successives. Ça, c'est le lemme préliminaire 1. Voilà, et maintenant on applique à ces classes la relation, et ça, c'est le lemme préliminaire 2 qui nous dit qu'en fait, il faut que l'ensemble des i dans i, tel que la structure AI ronde vérifie R dans AI de T1 AI, TN AI, ça doit être dans... Eh ben, c'est exactement ce qu'on dit ici. La formule suivante composée de la relation avec les termes, son interprétation dans chaque structure AI, c'est exactement celle-là, par définition. C'est ce qu'on a fait à la base sur les structures. Donc, wash est vérifié pour les atomiques. Voilà, il n'y avait rien compliqué à vérifier. On a utilisé le lemme préliminaire 1 et le lemme préliminaire 2 successivement. Donc, on a bien ce qu'on fait. Maintenant, vu que c'est une preuve par récurrence, on va supposer que c'est vrai pour les atomiques et on va montrer que c'est vrai pour les et les négations. Donc, les atomiques, on peut déjà dire c'est OK. Ok, on va d'abord faire pour le et. On suppose que ces deux formules sont atomiques et que ceci est vérifié, que wash est vérifié. Bah alors, on va montrer que quand on réunit ces deux-là avec une relation et, ça donne bien ceci. Encore une fois, ce n'est pas un cas subtil, donc on va pouvoir le traiter par équivalence directe. Qu'est-ce que ça veut dire que cette structure satisfait l'interprétation de ces formules dans cette même structure? Ben, ça veut dire, et ça on parle en langage d'humain à humain, que c'était dans la partie logique du premier ordre de la première vidéo, ça veut dire que ça satisfait phi pi et que ça satisfait psi pi. Sauf que par hypothèse de récurrence, ceci, ça veut dire que wash est vérifié pour phi pi. Donc si et seulement si, wash phi et wash psi. Bah, ça veut exactement dire que si on regarde nos ensembles, nous avons donc que cet ensemble-là appliqué à phi est dans U et que cet ensemble-là appliqué à psi est dans U. Et donc, ça veut dire que leur intersection de ces deux ensembles, encore une fois, je vais pas tout recopier parce que ça va être beaucoup trop chiant, l'intersection est dans l'ultrafiltre parce qu'un ultrafiltre est stable par intersection finie. C'est encore une fois ce qu'on utilise ici. Et l'intersection, ça veut exactement dire que la structure AI ronde satisfait psi et que la structure AI ronde satisfait phi. Bah donc ça, on retraduit dans l'autre sens le même exercice qu'on a fait ici. Ça veut dire que ça vérifie phi dans AI et psi dans AI. Et ça doit être dans U par propriété d'intersection. Ah bah c'est exactement ce qu'on voulait prouver. Wash est bien bon pour phi et psi. Donc le et c'est bon. Allez, la négation maintenant. Donc, nous avons que l'ultraproduit satisfait non phi. Or, ceci veut dire que ce même ultraproduit ne satisfait pas phi. Bien sûr, tout est dans l'ultraproduit. Ok, ne pas satisfaire, ça veut dire, par hypothèse de récurrence, on applique wash à phi, ça on pouvait le faire, et du coup ça veut dire que, malheureusement, ça ne s'est pas réalisé suffisamment souvent, donc c'est pas dans l'ultrafiltre. Propriété de dichotomie maintenant, souvenez-vous, si un ensemble n'est pas dans l'ultrafiltre, alors c'est forcément que son complémentaire, il y est par contre. Donc, si j'applique le complémentaire de ça, il est dans l'ultrafiltre. Le complémentaire de ceci, c'est exactement l'ensemble des i dans i, tel que, AI ne satisfait pas phi. Ah ben voilà, on a bien prouvé ce qu'on voulait, on a bien vérifié la relation de wash. Donc vous voyez, pour le et le non, on a utilisé deux fois une propriété de filtre, dans un premier temps, et ensuite d'ultrafiltre. Donc c'est bien pour ça qu'il nous faut un ultrafiltre. Vous voyez, sinon en fait, il n'y a rien qui marche. Maintenant, on va montrer avec le quantificateur il existe, sachant que par récurrence, on sait que c'est vrai pour maintenant pour les formules atomiques et les formules qu'on a fait des conjonctions avec et des négations. Donc peu importe la formule phi, on peut appliquer wash à phi, mais là on va vouloir montrer la chose suivante. Je recopie pour que ce soit explicite. Donc on a que l'ultraproduit vérifie ceci, si et seulement si, suffisamment souvent, les structures à ronde vont décider que oui, ça vérifie bien la formule il existe x, phi de x, etc. Donc nous, ce qu'on aimerait montrer, c'est ceci. Sauf que maintenant, on peut appliquer notre cas de récurrence à phi, vu que phi peut être atomique, peut être des noms et des conjonctions ajoutées, etc. Peu importe, on s'en tape. On sait qu'on peut appliquer wash
à phi. Et nous, on aimerait montrer que du coup, on peut appliquer wash en disant il existe x tel que phi de x, etc. Je vais noter ça proprement. Donc, on sait que si on remplace les variables qui apparaissent dans phi par des classes, ceci est vérifié. Ça, c'est par hypothèse de récurrence. Maintenant, nous, on va faire ça par double implication. On va vouloir montrer wash avec un il existe x. Donc, on part d'abord en se disant que on sait que l'ultra produit vérifie il existe x tel que phi pi de x, ai, bi, etc. Donc, et nous, on retraduit de la même façon qu'on a fait quand on a défini qu'est-ce que ça voulait dire la satisfaction. Et on se dit, moi en tant qu'humain, je sais donc, il existe une classe de suite qui vérifie, voilà, je renote pas BI, mais phi pi de MI, AI, etc. Et là, j'applique wash, j'applique ceci. Du coup, ça veut exactement dire que l'ensemble des I dans I tel que AI satisfait phi dans AI de MI, AI, etc. est dans U. Et moi, j'aimerais montrer que AI satisfait il existe X tel que phi AI, X, AI, etc. Je l'ai mon X, que je peux l'obtenir via sa classe. Donc, on obtient bien ce qu'on veut. Vu qu'on m'a fourni un MI à chaque fois. Et ce, suffisamment souvent. Peu importe si pour un ensemble d'indices de l'ultrafiltre, ça marche pas. Voilà, ça c'est pour le premier sens, et maintenant, on va devoir le faire dans l'autre sens. Mais là, si on réfléchit bien, on se dit, ok, maintenant je sais que suffisamment souvent, AI me fournit un certain MI tel que c'est vérifié. Et c'est vérifié suffisamment souvent. Donc, via ces MI, j'obtiens une suite, pas tout le temps, sur un ensemble d'indices de l'ultrafiltre. Ok, ça on est d'accord. Mais du coup, là où ça marche pas, on peut prendre n'importe quoi. Ces deux suites, si on prend une autre suite m'I, où les indices sont tels que ceci n'est pas dans l'ultrafiltre, ça va donner, modulo l'ultrafiltre, exactement la même suite. Donc au final, on nous a bien fourni la suite telle que l'ultraproduit vérifie phi de cette suite. Donc, il existe bel et bien une classe de suite pour laquelle l'ultraproduit vérifie la formule. Donc c'est bien ce qu'il fallait montrer, on a l'application dans l'autre sens, et donc tout fonctionne. Donc la grande difficulté ici, c'est dans ce sens-là, tout marche bien, parce que j'ai carrément toute une classe, et je sais que c'est vérifié cette formule sur cette classe, donc ça veut dire que c'est vérifié suffisamment souvent quand j'interprète. Et dans l'autre sens, ok, j'ai peut-être pas une suite complète, mais les composantes où ça ne marche pas, je mets n'importe quoi. Modulo l'ultrafiltre, ça va rester exactement la même suite. Donc, tout est bon. On a bien montré tout ce qu'il fallait. Et la preuve de théorème de Wash est terminée. Voilà, on a enfin fini avec ce gros sujet. Et c'est sûrement avec celui-ci que je vais vous quitter jusqu'à 2025, parce que c'est peut-être la dernière vidéo de l'année. Les examens approchant, vous comprendrez bien que ça va être un peu galère pour moi de monter, de faire des nouvelles vidéos, mais je vais essayer de préparer du contenu petit à petit en avance, alors on se voit à la rentrée 2025. Le prochain rendez-vous, ce sera pour de l'algèbre, et qui plus est, de l'algèbre binaire. Enfin bref, passez de bonnes fêtes, bon anniversaire à Jésus en avance, et bonne soirée. Allez, salut! Allez, salut! Oh. Allez, salut!